Non, je me fiche de qui il dit être. Il n'a pas sa place ici, il est dangereux, tu ne vois pas ce qui se passe, il doit être arrêté. La voix de la femme blanche était perçante, remplie de pure rage, son visage rouge, ses cheveux ébouriffés, des crachats jaillissant de sa bouche alors qu'elle criait à plein poumon au milieu d'une rue tranquille de banlieue. Elle pointait frénétiquement du doigt un grand homme noir qui se tenait parfaitement calme, les mains maintenant menottées derrière le dos, son visage ne montrant rien d'autre que du chagrin alors qu'il regardait une petite fille blonde sangloter hystériquement. « Papa, papa, s'il te plaît, ne prends pas mon papa », lança une enfant de 8 ans terrifiée, tandis qu'elle tendait la main vers l'homme qu'on emmenait. « Il n'a rien fait de mal, s'il te plaît, c'est mon papa. » La femme qui avait passé l'appel, dont les cris avaient attiré 3 voitures de police dans ce quartier paisible, s'est sentie justifiée. Elle l'avait fait, elle s'était enfin débarrassée du problème. Elle se tenait là, respirant lourdement, regardant avec satisfaction son soi-disant voisin dangereux être chargé à l'arrière d'une voiture de police. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, une erreur qu'elle regretterait toute sa vie. Parce que la seule personne qui pouvait sauver son enfant mourant était exactement le même homme qu'elle venait de détruire. Le même homme qu'elle avait humilié devant tout le quartier. Le même homme dont elle avait traumatisé la fille quelques heures auparavant. Si vous voulez voir ce karma en action avant qu'il ne se déroule, appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Dites-nous d'où vous regardez et tapez « karma » dans les commentaires, car cette histoire vous laissera absolument sans voix et vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le jugement, les préjugés et les conséquences dévastatrices de nos actions. Pour comprendre comment tout a pu mal tourner, nous devons rencontrer les personnes dont la vie allait être à jamais liée au terrible jugement d'une femme. Parce que parfois, les conflits les plus dévastateurs commencent avec les intentions les plus innocentes. Marcus Williams avait 38 ans, et si vous le voyez marcher dans la rue, vous pourriez faire des suppositions. Avec ses 1,88 mètres, sa carrure puissante et ses bras couverts de tatouages complexes, il pouvait paraître intimidant pour quelqu'un qui ne connaissait pas son histoire. Mais ces tatouages n'étaient pas des symboles de gang ou des œuvres d'art carcéral, c'étaient des monuments commémoratifs. Chacune d'entre elles racontait l'histoire d'un camarade tombé au combat lors de ses missions en Afghanistan, chaque motif étant soigneusement choisi pour honorer les hommes et les femmes qui ne sont pas rentrés chez eux. Et parmi ces hommages se trouvaient des symboles de son autre vocation, des symboles médicaux, des dessins d'enfants et des dates marquant les vies qu'il avait sauvées en tant que l'un des chirurgiens traumatologues pédiatriques les plus qualifiés du pays. Marcus avait récemment déménagé à Willowbrook, un quartier résidentiel haut de gamme où les maisons étaient impeccables, les pelouses bien entretenues et les valeurs immobilières astronomiques. Il n'avait pas déménagé là pour se montrer ou prouver quoi que ce soit. Il a déménagé pour 2 raisons simples, le district scolaire était excellent et sa nouvelle maison était à seulement 12 minutes de l'hôpital pour enfants, ce qui signifiait qu'il pouvait s'y rendre plus rapidement lorsque la vie d'un enfant était en jeu. Mais Marcus ne vivait pas cette vie seule. Sophia Williams courait dans leur nouvelle maison, explorant chaque pièce avec l'excitation que seul un enfant de 8 ans pouvait ressentir. Avec ses cheveux blonds brillants qui captaient la lumière du soleil et ses yeux bleu cristal qui pétillaient de curiosité, Sophia était la pure joie sous forme humaine. Elle était artistique, pétillante et voyait le monde à travers le prisme des possibilités infinies. Elle peignait des tableaux pour son papa, lui écrivait de petits mots et le suivait partout comme s'il était son super-héros personnel. Parce que pour elle, il était. Sophia n'avait aucun souvenir de son père biologique. Elle n'était qu'un bébé lorsque le sergent de l'armée Jake Morrison a été tué par un engin explosif improvisé en Afghanistan, laissant derrière lui une fille qu'il avait à peine connue. Mais le meilleur ami de Jake, Marcus, avait fait une promesse concernant le corps de son ami mourant. Il avait promis d'aimer cette petite fille comme si elle était la sienne, de la protéger, de lui donner la vie que Jake aurait voulu qu'elle ait. Et Marcus avait tenu cette promesse chaque jour pendant 8 ans. L'adoption légale avait été finalisée lorsque Sophia avait 2 ans, et elle n'avait jamais connu d'autre père que Marcus. Elle l'appelait papa parce que c'est exactement ce qu'il était. Elle avait son nom de famille, son amour inconditionnel et sa protection féroce. Le fait que sa peau soit pâle et la sienne foncée, que ses cheveux soient blonds et les siens noirs, ne signifiait absolument rien pour aucun d'eux. L'amour avait fait d'eux une famille, et c'était tout ce qui comptait. Mais tout le monde ne l'a pas vu de cette façon. À 3 maisons de leur nouvelle maison vivait Karen Mitchell, une femme de 42 ans dont la vie s'effondrait lentement depuis des années. Karen était une agente immobilière qui avait autrefois réussi, mais son activité avait décliné à mesure que sa réputation d'être difficile et exigeante se répandait dans la communauté. Elle était également la coordinatrice autoproclamée de la surveillance de quartier, un rôle qu'elle prenait très au sérieux, peut-être trop au sérieux.
Karen vivait seule dans une maison bien trop grande pour une seule personne, un rappel constant de la famille qui remplissait ses pièces. Elle était divorcée depuis 3 ans et l'accord de garde lui semblait toujours comme un couteau dans le cœur. Son fils de 7 ans, Tyler, ne lui rendait visite qu'un week-end sur 2, passant le reste de son temps avec son père et sa belle-mère de l'autre côté de la ville. Tyler était un garçon doux et gentil avec le côté têtu de sa mère mais le cœur gentil de son père. Ce que Karen n'a annoncé à personne, c'est que Tyler était né avec une maladie cardiaque qui nécessitait une surveillance constante. Chaque légère douleur thoracique, chaque moment de fatigue envoyait Karen dans une spirale d'anxiété. Elle vivait dans la peur constante que quelque chose lui arrive, et cette peur l'avait rendue contrôlante, méfiante et amère. Le quartier comptait également des gens comme le détective James Rodriguez, un policier chevronné qui avait vu suffisamment de crimes réels pour connaître la différence entre de véritables menaces et des voisins paranoïaques. Et il y avait Madame Elena Ray, une infirmière à la retraite de 77 ans qui vivait sur Maple Street depuis 40 ans et qui avait la sagesse qui vient de décennies d'observation du vrai caractère des gens se révéler. Mais ce mardi matin particulier, 3 jours après l'emménagement de Marcus et Sophia, aucune de ces personnes ne savait à quel point leur vie allait se heurter. Marcus et Sophia étaient dans leur cuisine, la farine recouvrant les comptoirs, les pépites de chocolat éparpillées partout, mettant la touche finale à un lot de biscuits faits maison. C'était l'idée de Sophia de faire quelque chose de spécial pour leur nouveau voisin. « Papa, est-ce qu'on peut mettre plus de pépites de chocolat dans les biscuits de Madame Karen ?» demanda Sophia, debout sur un escabeau pour atteindre le saladier. « Bien sûr, ma chérie. »« C'est très gentil de ta part, » répondit Marcus en regardant sa fille mesurer soigneusement les ingrédients avec la concentration sérieuse d'un grand chef. Ils ont emballé les biscuits chauds dans un panier en osier, accompagné d'un café gourmet et d'un mot manuscrit, « Bonjour, nous sommes vos nouveaux voisins. Au plaisir de faire partie de cette merveilleuse communauté. » La famille Williams. C'était un geste si simple et innocent, le genre de choses que les bons voisins font les uns pour les autres. Le genre de choses qui aurait dû être le début d'une belle amitié. Au lieu de cela, cela était sur le point de déclencher un cauchemar qui allait presque détruire les deux familles. Alors que Marcus et Sophia remontaient le chemin immaculé menant à la porte d'entrée de Karen, Karen les observait à travers la fenêtre de son salon. Et ce qu'elle a vu a poussé son esprit à s'emballer vers les conclusions les plus sombres possibles. Un grand homme noir avec des tatouages visibles marchant à côté d'un petit enfant blanc. Au lieu de voir un père et sa fille apporter des biscuits à un voisin, l'esprit de Karen s'est immédiatement tourné vers le trafic, l'enlèvement, le danger. Elle ne pouvait pas imaginer qu'il puisse s'agir d'une famille innocente, car dans sa vision du monde, les familles qui ressemblaient à celle-ci n'existaient tout simplement pas. Lorsque Marcus a frappé à sa porte, Karen l'a ouverte avec la chaîne toujours attachée, regardant à travers la fissure comme si elle s'attendait à une invasion de domicile. « Que veux-tu » Sa voix était sèche, méfiante, déjà hostile avant même qu'un mot n'ait été échangé. Marcus sourit chaleureusement, posant doucement sa main sur l'épaule de Sophia. « Bonjour, je m'appelle Marcus et voici Sophia. Nous venons d'emménager à côté et nous voulions nous présenter. » Les yeux de Karen allaient frénétiquement de Marcus à Sophia, et on pouvait presque voir les roues tourner dans sa tête. Quelque chose clochait sur cette photo. Quelque chose clochait. « Est-ce votre fille ?» La question est venue, chargée d'incrédulité et d'accusation. Le sourire de Marcus n'a jamais faibli, même si quelque chose a changé dans ses yeux. Il avait déjà entendu cette question auparavant. Dans les épiceries, lors des événements scolaires, partout où ils allaient ensemble. Oui, c'est vrai. Nous t'avons apporté des biscuits que Sophia a aidé à préparer. Sophia, inconsciente de la tension, s'exclama vivement. J'y ai ajouté des pépites de chocolat. Papa dit que le chocolat rend tout meilleur. Mais Karen n'était pas sous le charme. Elle les regardait comme s'ils étaient des escrocs machinant une arnaque élaborée. Je n'accepte pas de nourriture de la part d'étrangers et je préférerais que vous restiez de votre côté de la limite de propriété. Le rejet frappa Sophia comme un coup dur. Son sourire radieux s'effaça, la confusion obscurcissant ses traits innocents. Elle leva les yeux vers son père, ne comprenant pas pourquoi la gentille dame refusait leurs biscuits. Marcus sentit son cœur se briser un peu, mais il garda sa voix calme et digne. Bien sûr. Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes juste à côté. Alors qu'il s'éloignait, Sophia murmura. Papa, pourquoi n'a-t-elle pas aimé nos biscuits? Certaines personnes ne sont tout simplement pas encore prêtes à se faire de nouveaux amis, ma chérie. Ce n'est pas grave.
Mais Marcus savait que ce n'était pas à cause des biscuits. Ça n'a jamais été le cas. Au moment où ils furent hors de vue, Karen était au téléphone avec son amie Linda, sa voix remplie d'alarmes et de théories du complot. Tu n'imagines pas ce qui vient d'emménager à côté. Un grand homme noir avec une petite fille blanche. Il y a quelque chose qui cloche, Linda. Je te le dis, ce quartier se dégrade à toute vitesse. Linda, essayant d'être raisonnable, suggéra. Peut-être qu'elle est adoptée. Mais la décision de Karen était déjà prise. Ou pire. Je surveille la situation. Quelqu'un doit protéger ses enfants. Et avec ces mots, Karen s'est nommée protectrice de Sofia, de l'homme même qui avait passé 8 ans à aimer, à nourrir et à tout sacrifier pour cette petite fille. Elle n'avait aucune idée que, l'homme dangereux, sur lequel elle comptait enquêter était sur le point de devenir la seule personne au monde capable de sauver la vie de son propre enfant. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement un drame entre voisins. C'était une campagne systématique de harcèlement, déguisée en protection de la communauté. Et elle allait bouleverser le monde d'une petite fille. Mais voici ce qui a rendu cette situation si dévastatrice. Karen Mitchell n'était pas une voisine comme les autres. C'était une personne influente, dotée de relations et d'une réputation qui ouvrait des portes et changeait les mentalités. Karen Mitchell était convaincue qu'elle faisait le bon choix. Dans son esprit, elle n'était ni raciste ni cruelle. Elle était vigilante. Elle protégeait les enfants. Elle était une bonne voisine. Mais en réalité, elle traquait une famille innocente. Et cela a commencé dès le lendemain matin. La première semaine de l'enquête de Karen a commencé à 7h30, lorsqu'elle s'est positionnée à la fenêtre de sa chambre avec une paire de jumelles et son smartphone. Elle regarda Marcus aider Sofia à se préparer pour l'école, tressant ses cheveux blonds avec la patience d'un homme qui le faisait tous les matins depuis des années. Elle l'a photographié en train d'accompagner Sofia jusqu'à l'arrêt de bus, tenant son sac à dos tandis qu'elle sautillait à côté de lui, bavardant de son enthousiasme pour sa nouvelle école. Karen observait chaque interaction à la loupe, à la recherche de signes de « quoi, exactement ?» Elle n'en était même pas sûre. Mais, selon sa logique tordue, il devait y avoir quelque chose qui clochait dans cette image. Elle les suivait à distance, bien sûr. Lorsque Marcus conduisait Sofia à l'école les jours où le temps était mauvais, elle se garait de l'autre côté de la rue et regardait à travers l'objectif de son appareil photo Marcus s'agenouiller au niveau de Sofia, l'écoutant attentivement pendant qu'elle lui parlait de son prochain projet artistique. Elle a photographié le moment où Sofia a jeté ses bras autour de son cou et l'a embrassé sur la joue avant de courir dans le bâtiment. Pour toute personne rationnelle, ces photos auraient montré un père et sa fille aimants. Mais Karen a vu la preuve de quelque chose de sinistre. Le plus dérangeant était que Karen avait décidé que Sofia avait besoin d'être sauvée, non pas d'un danger réel, mais de l'homme qu'il aimait le plus au monde. Karen a donc fait part de ses inquiétudes à la nouvelle école de Sofia. Mais voici ce qui se passe avec Karen Mitchell. Elle n'était pas une simple voisine se plaignant. C'était elle qui avait vendu des maisons à la moitié des membres du conseil scolaire. Elle était la coordinatrice de la surveillance de quartier qui avait organisé des collectes de fonds qui avaient rapporté des milliers de dollars à l'école. C'était quelqu'un dont les appels étaient immédiatement répondus et dont les préoccupations étaient prises au sérieux. Lorsque Karen est entrée dans le bureau principal avec son dossier de photos et a demandé à parler au professeur de Sofia, le directeur lui-même est venu la saluer. « Karen, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Comment pouvons-nous vous aider ?» Elle a été conduite dans une salle de conférence privée, où Madame Patterson, l'enseignante de Sofia, et le directeur adjoint Collins se sont réunis pour entendre ses préoccupations. Karen a exposé son dossier comme si elle présentait des preuves à un jury. « Je m'inquiète pour l'un de vos élèves », commença Karen en étalant des photos sur le bureau. La petite fille blonde, Sophia Williams, vit avec un homme qui, eh bien, il ne ressemble pas à un membre de la famille. Vous devriez peut-être vérifier si tout est légal. Madame Patterson semblait mal à l'aise, mais le directeur adjoint Collins se pencha en avant avec intérêt. Karen avait aidé sa famille à trouver la maison de ses rêves 2 ans plus tôt, et il avait confiance en son jugement. « Quelles sont tes préoccupations, Karen ?» demanda Collins en étudiant les photos. « Regardez ces photos », dit Karen, en montrant des images de Marcus aidant Sofia à faire ses devoirs dans leur jardin. « Est-ce que ça te semble une situation familiale normale ? Je les observe, et quelque chose cloche. Sa façon de la toucher sans arrêt, de la côtoyer sans cesse. Et tu as vu ses tatouages ? Quel genre de figure paternelle a les bras couverts de tatouages ? Madame Patterson a essayé de défendre Marcus.
Monsieur Williams semble être un père attentionné. Sophia parle constamment de lui avec un amour évident et... Mais Collins l'interrompit. Karen, vous avez toujours eu un excellent instinct. Si vous êtes inquiète, nous devrions absolument nous pencher sur la question. Madame Patterson, je veux que vous suiviez la situation de près. Notez tout comportement inhabituel, tout signe de détresse chez l'enfant. Karen se sentait justifiée. J'essaie juste de protéger cette petite fille. Quelqu'un doit prendre la défense des enfants qui ne peuvent pas s'exprimer. Collins hocha gravement la tête. Tu as tout à fait raison. Nous veillerons à ce que quelqu'un veille au bien-être de Sophia. Madame Patterson quitta cette réunion avec la nausée. Mais elle était nouvelle enseignante, et Collins était son superviseur. S'il voulait qu'elle surveille la famille Williams, elle sentait qu'elle n'avait pas le choix. La deuxième semaine a apporté un nouveau niveau d'escalade lorsque Karen a repéré Marcus et Sophia à la piscine communautaire. C'était un bel après-midi de samedi et Marcus apprenait à Sophia à nager. Il était incroyablement doux avec elle, la soutenant dans l'eau pendant qu'elle s'entraînait à flotter, l'encourageant lorsqu'elle réussissait à faire quelques mouvements toute seule. Karen regardait de l'autre côté de la piscine tandis que Marcus appliquait soigneusement de la crème solaire sur la peau claire de Sophia, s'assurant que chaque centimètre était protégé du soleil. Elle l'a vu tresser les cheveux de Sophia en arrière pour qu'ils ne lui entrent pas dans les yeux pendant qu'elle nageait. Elle a été témoin de leur rire facile, de leur confort évident l'un envers l'autre, de leur joie sincère à passer du temps ensemble. Et tout ce qu'elle pouvait voir était quelque chose de suspect. Elle a décidé de rencontrer le directeur de la piscine. Tom, j'aimerais que tu me rendes un service. Cet homme là-bas avec la petite fille blonde, je ne pense pas qu'ils soient des résidents légitimes. Peux-tu vérifier leurs informations d'identification? Tom, qui devait son poste en partie à la recommandation de Karen, n'a pas hésité. Bien sûr, Karen. Je m'en occupe tout de suite. Ce qui suivit fut l'une des expériences les plus humiliantes de la vie de Marcus. Le personnel de la piscine, répondant à la demande de Karen, lui a demandé de fournir une pièce d'identité et une preuve de résidence dans le quartier, juste là, devant des dizaines de familles. Les enfants cessèrent de jouer pour regarder. Les parents chuchotèrent entre eux. Sophia, confuse et effrayée par cette attention soudaine, s'accrocha au bras de son père. « Il y a un problème ?» demanda calmement Marcus, même si son cœur battait la chamade. « Juste une vérification de routine, monsieur » dit Tom, bien que son ton suggérait que ce n'était pas du tout une routine. « Nous avons besoin de voir votre carte de membre et un justificatif de domicile. » Marcus a calmement fourni tous les documents demandés, sa formation militaire l'aidant à garder son sang-froid, même s'il ressentait les regards de tous les parents à la piscine. Mais le mal était fait. Les inquiétudes de Karen avaient été publiquement validées par les actions du personnel de la piscine, et maintenant tout le monde regardait la famille Williams avec suspicion. « Papa, pourquoi cet homme voulait-il voir tes papiers ?» murmura Sophia tandis qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir. « Parfois, les adultes doivent montrer leur carte d'identité, ma chérie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Mais Marcus était inquiet. Il pouvait sentir le changement, dans la façon dont les gens les regardaient, dans la façon dont les conversations s'arrêtaient lorsqu'ils passaient. L'influence de Karen se répandait comme un poison dans la communauté. La troisième semaine a été celle où le comportement de Karen est passé d'agaçant à dangereux, et ses relations l'ont rendu encore plus dévastateur. Elle a déposé plusieurs plaintes pour bruit auprès de la ville. Et parce qu'elle connaissait quelqu'un au bureau chargé de l'application du code, ces plaintes ont été prises au sérieux. Les inspecteurs de la ville sont effectivement venus enquêter sur les troubles survenus dans la maison Williams. Ce qui s'est avéré être la pratique du piano de Sophia. 30 minutes chaque après-midi, une fillette de 8 ans s'entraînait à jouer Scintille, Scintille, petite étoile, mais l'acte le plus dévastateur de Karen n'était pas lié à la musique, mais au moment où elle a appelé les services de protection de l'enfance. Et une fois de plus, ces relations ont fait toute la différence. « Je suis préoccupée par une situation de vie dans mon quartier », a-t-elle déclaré à la ligne d'assistance téléphonique des services de protection de l'enfance. Une petite fille blanche vit avec un homme noir qui prétend être son père. Je suis la coordinatrice de la surveillance de quartier et j'ai constaté des comportements inquiétants. Je pense qu'une enquête devrait être menée immédiatement. Le fait que Karen se soit présentée comme coordinatrice de la surveillance de quartier a donné à son rapport une crédibilité accrue. Les services de protection de l'enfance ont pris ses propos au sérieux et ont lancé une enquête approfondie. Mais Karen ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à les suivre partout. À l'épicerie.
Aux activités père-fille. Au parc. Elle prenait constamment des photos, constituant ce qu'elle croyait être un dossier, mais qui était en réalité une archive troublante de son propre comportement obsessionnel. Je ne dis rien de définitif, murmurait-elle aux autres parents, mais l'école surveille la situation et les services sociaux ont déjà été appelés. Je dis juste que nous devrions tous faire attention à nos enfants. Et à travers tout cela, Sophia a commencé à changer. La petite fille pétillante et confiante qui était arrivée à Willowbrook devenait maintenant anxieuse et renfermée. Elle commença à poser des questions qui brisèrent le cœur de son père. « Papa, pourquoi cette dame nous prend-elle en photo? Pourquoi les autres enfants ne veulent-ils plus jouer avec moi? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Marcus s'est retrouvé à avoir des conversations qu'aucun parent ne devrait jamais être obligé d'avoir avec son enfant. Certaines personnes ne sont pas habituées à des familles qui ressemblent à la nôtre, ma chérie, expliqua-t-il un soir, assis ensemble sur son lit. Mais c'est l'amour qui fait une famille, pas notre apparence. Tu es ma fille dans tous les domaines qui comptent. Et rien de ce que l'on dit ou fait ne peut changer cela. Mais même s'il réconfortait Sophia, Marcus portait lui aussi une douleur. La communauté dont il espérait autrefois qu'elle accueillerait sa fille se retournait contre elle, à cause des préjugés et de la paranoïa d'une femme. Et comme Karen avait de l'influence et des relations, son poison se répandait plus vite et plus profondément qu'il n'aurait dû. Sa campagne de harcèlement était sur le point d'atteindre un crescendo terrifiant. Ce qui s'est passé ensuite prouvera à quel point il est dangereux de voir les préjugés prendre le dessus et la peur prendre le pas sur le bon sens. On frappa à la porte de Marcus un mardi matin, alors que Sophia était à l'école. Lorsqu'il ouvrit, il trouva une femme en tailleur tenant un presse-papier et un badge qui lui glaça le sang. « Dr Williams, je suis Sarah Chen des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fille et je dois procéder à une vérification de son bien-être. » Marcus sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Il s'y attendait depuis que le harcèlement de Karen s'était intensifié. Mais savoir que cela allait arriver ne le rendait pas moins dévastateur. « Bien sûr, dit-il en s'écartant. Comme tu veux. » L'enquête a été approfondie et invasive. L'assistante sociale a examiné chaque pièce de leur maison, à la recherche de tout signe de négligence ou de maltraitance. Elle a examiné les documents d'adoption de Marcus, ses antécédents médicaux et son dossier militaire. Elle a posé des questions approfondies sur sa relation avec Sophia, leur quotidien et leur histoire familiale. Pendant 3 heures, l'assistante sociale a passé au peigne fin tous les aspects de leur vie. À la fin de la visite, son scepticisme initial s'était transformé en quelque chose de plus proche de la colère. « Dr Williams, dit-elle en rangeant ses dossiers, il est clair que ce rapport était malveillant. Sophia est visiblement aimée et bien soignée. Votre maison est impeccable. Votre relation avec votre fille est saine et appropriée. Il n'y a absolument aucune preuve d'acte répréhensible. Je suis vraiment désolé que vous ayez subi cela. » Marcus la remercia pour sa minutie, mais le mal était déjà fait. Cette nuit-là, Sophia a fait des cauchemars pour la première fois depuis des années, se réveillant en larmes et demandant si quelqu'un allait l'éloigner de son papa. Mais Karen n'avait pas fini. Comme si ses plaintes individuelles ne suffisaient pas, elle rallierait désormais tout le quartier à sa cause. Elle a organisé ce qu'elle a appelé une « réunion de sécurité communautaire », envoyant des dépliants dans chaque maison de sa rue et en publiant des annonces inquiétantes dans chaque groupe de médias sociaux du quartier. La réunion était prévue pour le jeudi soir suivant au centre communautaire, avec un ordre du jour intitulé « Protéger nos enfants et maintenir les normes de quartier ». Des dizaines de résidents se sont présentés ce soir-là, beaucoup étant réellement inquiets, au vu des propos incendiaires de Karen. Karen avait préparé une présentation complète, avec des photos, des graphiques et ce qu'elle prétendait être preuve de la menace qui vit parmi eux. Si vous regardez ceci et que vous êtes aussi indigné que moi par le comportement de Karen, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, car ce qui se passe ensuite va absolument vous époustoufler. L'univers était sur le point de rendre justice de la manière la plus inattendue et la plus parfaite. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée cet après-midi-là même. Marcus avait décidé de passer le week-end à enseigner à Sophia quelques notions de base, en commençant par l'entretien de sa voiture. Il avait déjà fait la vidange et lui montrait maintenant comment changer un pneu. Tout le monde devrait connaître les bases de l'entretien automobile, ma chérie, expliqua Marcus en montrant comment utiliser le cric. Ce sont des compétences importantes qui te seront utiles un jour. Sophia, vêtue d'une salopette rose et de lunettes de sécurité surdimensionnées, était parfaitement concentrée.
Elle riait en essayant de desserrer un écrou de roue avec une clé presque aussi grosse qu'elle, tandis que Marcus guidait doucement ses mains et lui expliquait chaque étape. C'était un moment parfait, un père transmettant avec amour ses connaissances à son enfant. Mais à travers le prisme déformé de Karen, elle voyait quelque chose de complètement différent. Il apprend à ce pauvre enfant à devenir criminel, marmonnait-elle en attrapant son téléphone. C'est probablement comme ça que fonctionnent les réseaux de trafic. Ils apprennent aux enfants à voler des voitures. La paranoïa de Karen avait atteint son paroxysme. Dans son esprit, un père noir qui apprend à sa fille à changer un pneu la prépare au vol de voiture. Sans hésiter, Karen a composé le 911. 911, quelle est votre urgence? Il y a un homme noir suspect avec un enfant blanc rue Maple, dit Karen, la voix tremblante d'une fausse urgence. Je pense qu'elle est en danger. Il lui apprend à trafiquer des véhicules. Je pense qu'il pourrait être impliqué dans un vol de voiture, ou dans un trafic d'êtres humains. Madame, pouvez-vous décrire ce que vous voyez? Il demande à l'enfant de l'aider avec des outils, de réparer une voiture, de lui apprendre des techniques criminelles. Quelqu'un doit intervenir immédiatement, avant qu'il n'arrive quelque chose de terrible à cette petite fille. Alors que Karen passait son appel, Marcus restait complètement inconscient. Il continuait d'apprendre doucement à Sophia la pression des pneus et le bon placement du cric, sans jamais imaginer qu'une tempête était sur le point de s'abattre sur leur paisible samedi après-midi. Mais voici ce que Karen ignorait. Ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans quelques heures, la vie de son fils allait être en jeu. Et la seule personne au monde qui pourrait le sauver, serait l'homme même qu'elle venait de tenter de faire arrêter. Avez-vous déjà vu le karma fonctionner aussi parfaitement? Parce que ce qui se passe ensuite vous fera croire à la justice divine comme jamais auparavant. Le bruit des sirènes a brisé le silence. Des lumières rouges et bleues projetaient une lueur étrange sur la rue immaculée de la banlieue. 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent devant la maison des Williams. Les voisins sont sortis de chez eux, attirés par le bruit. Téléphone à la main. Enregistrement. Chuchotement. Marcus leva les yeux du pneu, la terreur l'envahissant. Il savait que c'était Karen. Mais la vue des voitures de police lui faisait encore battre le cœur. Sophia, effrayée, se cacha instinctivement derrière son père, serrant le dos de sa chemise. Officier, dit calmement Marcus en se levant lentement, les mains visibles. Son entraînement militaire reprenait son cours. Pas de mouvement brusque. Restez respectueux. Désamorcer la situation. Y a-t-il un problème? L'officier principal, le sergent Murphy, s'est approché, une main posée près de sa ceinture. Monsieur, nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte impliquant un véhicule et un enfant. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Marcus fit un geste vers la voiture, le pneu partiellement retiré, les outils disposés avec soin. J'apprends à ma fille les bases de l'entretien automobile. On changeait un pneu. Et c'est votre fille? Demanda l'officier en jetant un coup d'œil à Sophia, qui jeta un coup d'œil timide. Oui, monsieur. Ici Sophia. Je suis Marcus Williams, et c'est chez moi. Il attrapa lentement son portefeuille. Je peux vous montrer une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Mais avant qu'il puisse l'ouvrir, Karen se précipita dans sa cour, vibrant pratiquement d'excitation moralisatrice. Officier. Heureusement que vous êtes là, cria-t-elle en brandissant une chemise en papier craft remplie de photos de surveillance. C'est moi qui ai appelé. Je documente la situation depuis des semaines. Karen s'est approchée des officiers avec la confiance de quelqu'un qui croyait enfin avoir raison. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait qu'il ait cet enfant blanc, a-t-elle insisté. Je les ai observés et il y a tellement de signaux d'alarme. Tu dois vérifier si elle est vraiment sa fille. Le deuxième officier, l'officier Davis, s'est tourné vers Marcus. Monsieur, avez-vous des documents de tutelle ou de garde? Sans hésitation, Marcus fouilla dans sa poche arrière et en sortit un portefeuille en cuir usé. Il en a extrait plusieurs documents officiels, conservés là précisément parce qu'il avait appris à anticiper ces moments. Documents d'adoption, documents judiciaires, ordonnances de garde, tout était légal et légitime. L'agent Davis a examiné les documents pendant que Karen poursuivait ses explications frénétiques. Regardez ces photos, dit-elle en étalant des images sur le capot de la voiture de patrouille. Il la touche toujours, la suit partout, et aujourd'hui, il lui apprend à utiliser des outils sur les voitures. Quel père innocent enseigne à un enfant des compétences criminelles?
Marcus sentit sa mâchoire se serrer, mais il se força à rester calme. Officier, j'apprenais à ma fille de 8 ans à changer un pneu. C'est une compétence de vie de base. Une compétence de vie de base, s'est moquée Karen. Ou préparation au vol de voiture. J'ai appelé les services de protection de l'enfance. Je l'ai signalé à l'école et j'ai documenté des semaines de comportement suspect. Sophia, qui écoutait cet échange avec une détresse croissante, prit finalement la parole. Papa n'a rien fait de mal. Il m'apprenait juste des choses sur les voitures, comme il m'apprend tout le reste. Mais Karen a saisi cette opportunité. Tu vois? Même elle l'appelle papa. Ce n'est pas normal. Un enfant blanc appelle un homme noir papa. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ici. Les officiers échangèrent des regards. Les papiers de Marcus semblaient en ordre, mais la situation était suffisamment inhabituelle et les accusations de Karen suffisamment graves pour qu'ils estiment devoir faire preuve de prudence. Monsieur, dit le sergent Murphy, nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez au poste pour un interrogatoire, juste pour vérifier tout et nous assurer que nous avons une vue d'ensemble. Suis-je en état d'arrestation, demanda Marcus, le cœur serré en voyant la terreur se glisser dans les yeux de Sophia. Vous êtes détenu pour interrogatoire, répondit Murphy en attrapant ses menottes, jusqu'à ce que nous puissions vérifier la légitimité de la situation de garde à vue. Ce qui s'est passé ensuite entra Marcus pendant des mois. Alors que le métal froid se refermait autour de ses poignets, Sophia commença à crier. « Papa, ne prends pas mon papa. Il n'a rien fait de mal. » Sa voix se brisa de terreur, le même genre de panique brute qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait appris que son père biologique était mort. « S'il te plaît, c'est mon papa. Il prend soin de moi. » Marcus sentit son cœur se briser alors qu'il était conduit vers la voiture de patrouille. « S'il vous plaît, dit-il aux officiers, vous lui faites peur. » Mais Karen n'avait pas fini. Alors que les voisins se rassemblaient et que les téléphones enregistraient chaque instant, elle ressentit le besoin de justifier ses actions une dernière fois. « Tu vois comment elle réagit » cria Karen à tous ceux qui voulaient l'écouter. Ce n'est pas une relation père-fille normale. Elle a été conditionnée à l'appeler papa. C'est exactement ce que j'ai essayé d'empêcher. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait avec Marcus sur le siège arrière, Sophia s'effondra dans les bras de Madame Hay, sanglotant de manière inconsolable. L'image de cette petite fille blonde pleurant son père alors qu'il était emmené menotté deviendrait virale en quelques heures. Mais toute l'ironie de la situation se déroulait encore. Si vous vous sentez aussi en colère que moi en ce moment à propos des actions de Karen, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement, car la conversation qui est sur le point d'avoir lieu entre Sophia et Karen restaurera votre foi en l'humanité ou vous brisera complètement le cœur. Peut-être les deux. Au poste de police, le détective James Rodriguez traitait le cas de Marcus lorsque son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait l'hôpital pour enfants, ce qui n'est jamais bon signe un samedi soir. Détective Rodriguez. Inspecteur, voici Patricia Morgan, administratrice à l'hôpital pour enfants. Nous avons une situation critique. Le docteur Marcus Williams était censé effectuer une intervention chirurgicale d'urgence sur un garçon de 7 ans en arrêt cardiaque. L'enfant vient d'être amené et le docteur Williams est notre seul chirurgien traumatologue pédiatrique de garde ce soir. Où est-il? Rodriguez sentit son sang se glacer. Vous avez dit docteur Williams? Oui, docteur Marcus Williams, chef du service de chirurgie traumatologique pédiatrique. Nous essayons de le joindre depuis 1 heure, mais son téléphone tombe directement sur la messagerie vocale. Cet enfant est en train de mourir, détective. Nous avons besoin du docteur Williams immédiatement. Rodriguez regarda par la fenêtre de la cellule de détention Marcus, qui était assis tranquillement, la tête dans les mains, l'homme noir avec la fille blanche, celui qui était inculpé d'activité suspecte. Je ne sais rien d'une fille, a déclaré le détective, mais le docteur Williams est afro-américain. Oui. Détective, que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous placé en détention l'un de nos chirurgiens les plus respectés? Le poids de la situation a frappé Rodriguez comme un coup physique. Je te rappelle, dit-il, mettant fin à l'appel et se précipitant vers la cellule de Marcus. Mais la cruelle ironie commençait à peine à se dévoiler. À ce moment précis, de l'autre côté de la ville, chez son ex-mari, Karen profitait d'un samedi rare et paisible lorsque son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait le numéro de son ex-mari. Elle a failli ne pas répondre, leur conversation se passait rarement bien ces jours-ci. « Qu'est-ce qu'il y a, David » répondit-elle avec agacement.
Karen, tu dois te rendre à l'hôpital pour enfants immédiatement. Tyler s'est effondré pendant son match de football. Ils disent que c'est son cœur. Ils disent que c'est sérieux. Les mots ont frappé Karen comme un train de marchandises. Son fils, son bébé, la seule chose dans sa vie qui comptait vraiment, était à l'hôpital. Elle a tout laissé tomber et a traversé la ville en courant, son esprit passant en revue tous les pires scénarios. Alors qu'elle franchissait les portes des urgences, elle trouva David et sa femme Sarah dans la salle d'attente, tous deux pâles et terrifiés. « Où est-il ? Que s'est-il passé ?» demanda Karen. « Il s'est effondré sur le terrain », a déclaré David, la voix tremblante. Une minute il courait, la minute suivante il était au sol, se tenant la poitrine. Le secouriste a déclaré que son cœur s'était arrêté pendant près de 2 minutes. Karen sentait son monde basculer hors de son axe. Où sont les médecins? Qui le soigne? Une infirmière s'est approchée d'eux avec une expression sombre. Êtes-vous de la famille de Tyler Mitchell? Je suis sa mère, dit Karen en attrapant le bras de l'infirmière. S'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien. Madame, votre fils est dans un état critique. Il a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate pour réparer une malformation cardiaque congénitale qui, selon nous, se détériore depuis un certain temps. Nous essayons de localiser notre chirurgien traumatologue pédiatrique, mais il y a eu un certain retard. Quel genre de retard? Demanda Karen, la panique lui montant à la gorge. Amenez-le ici. Quel que soit le prix, quoi que vous ayez à faire. Madame, le docteur Williams est le meilleur chirurgien pédiatrique de l'État. Il a sauvé la vie de centaines d'enfants. Mais nous ne pouvons pas le localiser pour le moment, et votre fils ne peut pas attendre plus longtemps. Karen avait l'impression de se noyer. Son fils était en train de mourir et le chirurgien qui aurait pu le sauver avait disparu. Elle n'avait aucune idée qu'à ce moment précis, le chirurgien disparu était assis dans une cellule de prison à cause de son appel téléphonique, à cause de ses préjugés, à cause de son incapacité à voir au-delà de la couleur de sa peau. L'ironie dévastatrice était totale. Mais Karen n'apprendra la vérité que plusieurs heures plus tard. De retour au poste de police, le détective Rodriguez était en train de reconstituer une image qui lui donnait la nausée. Le docteur Marcus Williams n'était pas seulement innocent, il était l'un des professionnels de la santé les plus respectés de la ville. L'homme qu'ils avaient en détention avait sauvé la vie de plus de 300 enfants en seulement 5 ans à l'hôpital pour enfants. Il avait récemment déménagé à Willowbrook, spécifiquement pour être plus proche de l'hôpital, afin de pouvoir répondre plus rapidement aux appels d'urgence. Elle, homme suspect, avec l'enfant blanc, volé, était en fait un vétéran de guerre décoré qui avait adopté la fille de son meilleur ami décédé et l'élevait avec tant d'amour et de dévouement que cela aurait dû être évident pour quiconque aurait passé 5 minutes avec eux. Et maintenant, à cause des suppositions racistes d'une femme et de la volonté du système de la croire, un enfant était en train de mourir tandis que le seul chirurgien qui pouvait le sauver était assis dans une cellule de prison. Rodriguez a attrapé ses clés et a couru vers les cellules de détention. Il devait immédiatement amener le docteur Williams à cet hôpital. Mais il n'avait aucune idée que l'enfant dont la vie était en jeu était le fils de la femme même qui avait détruit la soirée du docteur Williams, traumatisé sa fille et failli coûter la vie à un garçon de 7 ans. L'univers était sur le point de donner une leçon de conséquence que Karen Mitchell n'oublierait jamais. Karen a fait irruption à travers les portes automatiques de l'hôpital pour enfants comme une femme possédée. Ses cheveux ébouriffés, son maquillage taché à cause des pleurs pendant le trajet effréné à travers la ville. Elle avait dépassé toutes les limitations de vitesse, grillé les feux rouges et abandonné sa voiture dans une zone interdite au stationnement, car rien n'avait d'importance, sauf rejoindre son fils. Karen a été escortée jusqu'à la salle d'attente pédiatrique, où elle a trouvé David et Sarah assis sur des chaises en plastique, tous deux semblant avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure. Au moment où David l'a vu, il s'est levé, le visage sombre. Karen, on dit que Tyler a besoin d'une opération cardiaque urgente. Il y a une sorte de malformation qui s'aggrave, et aujourd'hui, il a lâché. Karen sentit ses genoux fléchir. Une opération cardiaque? Mais il n'a que 7 ans. Il allait bien ce matin. Sarah, l'épouse de David, qui avait toujours été gentille avec Karen malgré leur histoire compliquée, tendit la main et lui prit doucement la main. Les médecins disent qu'il a toutes ses chances avec leur chirurgien traumatologue pédiatrique. Ils n'arrêtent pas de parler du docteur Anna Williams. Apparemment, c'est un véritable faiseur de miracles avec les enfants. Une infirmière s'est approchée de leur petit groupe, son expression sérieuse mais posée. Madame Mitchell, je suis Jennifer, l'infirmière de Tyler.
Votre fils est stable pour l'instant, mais il doit être opéré dans l'heure qui vient. Le docteur Williams est notre meilleur chirurgien pédiatrique, mais il n'est pas encore là. Karen attrapa le bras de l'infirmière, sa voix s'élevant. Comment ça, il n'est pas là? Où est-il? Amenez-le ici tout de suite. Je me fiche du prix. Madame, répondit calmement l'infirmière, nous essayons de joindre le docteur Williams depuis 2 heures. Il semble qu'une urgence l'empêche de se rendre à l'hôpital. Nous faisons tout notre possible pour le localiser. Karen sentit la panique monter dans sa poitrine comme un raz-de-marée. 2 heures? Mon fils est là depuis 2 heures et le chirurgien n'est même pas là? Quel genre d'hôpital est-ce? Madame Mitchell, dit doucement l'infirmière, le docteur Williams n'a jamais manqué un appel d'urgence en 5 ans. Il a dû se passer quelque chose de très inhabituel. Mais sachez qu'à son arrivée, votre fils sera entre de bonnes mains. Le docteur Williams a sauvé la vie de plus de 300 enfants. Alors que l'infirmière s'éloignait, Karen arpentait la salle d'attente comme un animal en cage. Son fils était en train de mourir et la seule personne qui aurait pu le sauver avait disparu. Elle a appelé tous ceux auxquels elle pouvait penser, les administrateurs de l'hôpital, les membres du conseil d'administration qu'elle connaissait grâce à son réseau immobilier, toute personne susceptible d'avoir une influence. Après ce qui a semblé être une éternité, Patricia Morgan, l'administratrice de l'hôpital, s'est approchée de Karen avec une expression grave. « Madame Mitchell, j'ai besoin de vous parler en privé. » Karen l'a suivie dans une petite salle de conférence, le cœur battant. « Dites-moi que vous avez trouvé le docteur Williams. Dites-moi qu'il est en route. » Patricia ferma la porte et prit une profonde inspiration. « Madame Mitchell, nous avons localisé le docteur Williams. Mais j'ai une question à vous poser, et je veux que vous soyez parfaitement honnête avec moi. Habitez-vous rue Maple, à Willowbrook? » Karen cligna des yeux, confuse. « Oui, mais quel rapport? Où est le docteur? Avez-vous appelé la police aujourd'hui à propos d'un homme suspect avec un enfant dans votre quartier? » La question frappa Karen comme un coup de poing. Son visage devint tout blanc tandis que l'horrible et impossible vérité commençait à lui apparaître. « Non, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Non, non, non. C'est impossible. L'homme avec la petite fille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » L'expression de Patricia était un mélange de professionnalisme et de dégoût à peine contenu. Le docteur Marcus Williams est en garde à vue depuis 3 heures parce qu'un voisin a appelé le 911, affirmant qu'il était impliqué dans une activité suspecte avec un enfant. Cet enfant est sa fille adoptive. Il lui apprenait les bases de l'entretien automobile dans leur propre allée. Karen s'est effondrée sur une chaise, tout le poids de ses actions s'écrasant comme une avalanche. Je pensais que je protégeais. Oh mon Dieu, mon fils va mourir à cause de ce que j'ai fait. Le docteur Williams est en train d'être libéré au moment où nous parlons et devrait être là d'ici 20 minutes, continua Patricia, la voix froide. Mais Madame Mitchell, ce que vous avez fait aujourd'hui a failli coûter la vie à votre propre enfant. J'espère que vous comprenez la gravité de la situation. Karen était maintenant en hyperventilation, son monde devenant incontrôlable. L'homme qu'elle avait traqué, harcelé et finalement arrêté était la seule personne qui pouvait sauver la vie de Tyler. Le dangereux criminel, qu'elle avait tant cherché à éloigner de son quartier était un chirurgien pédiatrique dont la vie entière avait été consacrée à sauver des enfants. Elle avait détruit une famille innocente, traumatisé une petite fille et failli tuer son propre fils avec ses préjugés et sa haine. 25 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Marcus Williams en sortit. Toujours vêtu des vêtements dans lesquels il avait été arrêté, les cheveux légèrement ébouriffés, l'épuisement se lisant sur son visage, il se déplaçait avec l'urgence concentrée d'un homme qui savait que la vie d'un enfant dépendait de son arrivée au bloc opératoire le plus rapidement possible. Karen leva les yeux de l'endroit où elle était assise en sanglotant dans le couloir et le reconnut immédiatement. C'était l'homme dont elle avait tenté de détruire la vie quelques heures plus tôt. L'homme qu'elle avait qualifié de dangereux. L'homme dont elle s'était convaincue était une menace pour les enfants. Et maintenant, il était le seul espoir de son fils. Marcus la vit assise là, les larmes coulant sur son visage, et il la reconnut aussi. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent de l'autre côté du couloir, et Karen vit quelque chose dans son expression qui la fit se sentir encore plus mal. Ni colère, ni haine. Mais de la tristesse. Et de la déception. Elle se leva en tremblant et s'approcha de lui, sa voix à peine un murmure. « S'il vous plaît. Je sais ce que j'ai fait.
Je sais que j'avais tort sur tout. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas mon fils payer pour mes erreurs. Si vous étiez à la place de Marcus, qu'auriez-vous fait? Pardonneriez-vous à Karen et sauveriez-vous la vie de l'enfant? Ou se venger d'elle? Laissez votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires comme celle-ci. Marcus regarda cette femme qui avait passé des semaines à essayer de détruire sa famille. Qui avait traumatisé sa fille? Qui lui avait coûté des heures qui auraient pu être consacrées à sauver des vies? Et sans hésiter un instant, il dit: « Madame, j'ai juré de sauver des vies. Votre fils recevra les meilleurs soins possibles. » L'opération a duré 4 heures atroces. Karen attendait dans le couloir, entourée de David et Sarah, qui avaient peu à peu appris la vérité dévastatrice sur ses actes. David était furieux. Sarah était dégoûtée. Et Karen était consumée par une culpabilité si profonde qu'elle avait l'impression qu'elle allait la tuer. « Vous avez passé des semaines à traquer et à harceler l'homme qui essaie maintenant de sauver la vie de notre fils, dit David doucement, sa colère contenue mais acérée comme un rasoir. Karen, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je pensais protéger des enfants, murmura Karen. Je pensais que quelque chose n'allait pas dans cette famille. Le seul problème était dans ta tête, dit Sarah. Sa gentillesse habituelle disparut, remplacée par un jugement froid. Tu as failli tuer Tyler avec ton racisme et ta paranoïa. Au fil des heures, d'autres personnes ont commencé à arriver à l'hôpital. Madame est apparue dans la salle d'attente, et avec elle se trouvait Sophia Williams, la petite fille dont Karen s'était convaincue qu'elle avait besoin d'être protégée de son propre père. Sophia, malgré tout ce que Karen avait fait subir à sa famille, s'est dirigée directement vers l'endroit où Karen était assise en train de pleurer et a dit de sa douce voix d'enfant de 8 ans. « Ça va? Ton petit garçon va s'en sortir. Mon papa sauve des enfants tout le temps. » Karen regarda ce bel enfant innocent. Le même enfant dont elle s'était convaincue qu'il était en danger. Le même enfant qu'elle avait utilisé comme justification pour sa campagne de peur. Et à ce moment-là, quelque chose en elle s'est complètement brisé. « Ma chérie, » murmura Karen à travers ses larmes, « je suis tellement désolée pour ce que je t'ai fait à toi et à ton papa. J'avais tort sur tout. » Sophia considérait cela avec l'expression solennelle que portent les enfants lorsqu'ils essaient de comprendre les erreurs des adultes. « C'est bon, dit-elle doucement. Papa dit que parfois les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Ça les rend juste confus. » Karen réalisa qu'elle regardait un enfant avec plus de sagesse, plus de grâce et plus de compassion dans son cœur de 8 ans que Karen n'en avait montré dans toute sa vie d'adulte. À 2h17 du matin, Marcus Williams est sorti de la salle d'opération, retirant son bonnet chirurgical et son masque. Ses vêtements étaient tachés de sueur et l'épuisement le touchait de toutes parts, mais il souriait. Karen sauta sur ses pieds, le cœur serré dans sa poitrine. « Est-ce qu'il... » « Tyler ira bien, dit Marcus, la voix rauque après des heures d'opération. L'intervention s'est parfaitement déroulée. Nous avons réparé le défaut et son cœur fonctionne déjà mieux. Il devrait se rétablir complètement. » Karen s'est effondrée de soulagement. Mais en regardant l'homme qui venait de sauver la vie de son fils, le même homme qu'elle avait vilipendé, elle réalisa quelque chose. Certaines erreurs ne peuvent jamais être vraiment réparées. Les conséquences de cette nuit-là prouveront que les actions ont des conséquences. Mais cette rédemption est également possible pour ceux qui sont suffisamment courageux pour affronter la vérité sur eux-mêmes et faire le travail difficile de devenir meilleurs. Dans les 48 heures qui ont suivi l'opération de Tyler, le monde de Karen Mitchell a commencé à s'effondrer. Une vidéo montrant Marcus arrêté alors qu'il apprenait à sa fille à changer un pneu est devenue virale. Le hashtag Justice for Dr Williams a fait le tour des réseaux sociaux. Le contraste entre un moment de paix entre père et fille et les accusations sauvages de Karen était si frappant, si douloureusement clair, qu'il a déclenché l'indignation nationale. Et les conséquences juridiques ne se sont pas fait attendre. Karen a été accusée d'avoir déposé de faux rapports de police, de harcèlement et d'avoir fait de fausses déclarations au service de protection de l'enfance. Chaque accusation entraînait de lourdes sanctions, mais plus dévastatrice que toute sanction légale fut la destruction complète de sa réputation et de ses moyens de subsistance. Le conseil immobilier a rapidement réagi pour révoquer sa licence après la révélation de l'histoire. Aucune famille ne lui ferait confiance pour les représenter dans l'achat d'une maison, et aucune agence ne risquerait sa réputation en l'employant. Ses revenus ont disparu du jour au lendemain. Le quartier qui avait autrefois toléré, et parfois soutenu, ses soupçons se retournaient désormais complètement contre elle.
Les parents qui avaient écouté ces avertissements à propos de Marcus ont maintenant réalisé qu'ils avaient été complices du harcèlement d'une famille innocente. La honte était accablante et ils y ont remédié en ostracisant complètement Karen. Elle est devenue une paria dans sa propre rue. Mais les conséquences les plus dévastatrices furent peut-être les conséquences personnelles qui se sont déroulées dans les jours qui ont suivi l'opération de Tyler. Tyler s'est réveillé le lendemain de son opération et a trouvé Marcus en train de vérifier son dossier, surveillant son rétablissement avec la même attention particulière qu'il accordait à chaque patient. « Êtes-vous le médecin qui a réparé mon cœur ?» demanda Tyler, de la petite voix éraillée d'un enfant ayant subi une lourde opération. Marcus sourit chaleureusement, la même expression douce qu'il utilisait avec Sophia lorsqu'elle était blessée ou effrayée. « Je suis. Comment te sens-tu, mon pote ?»« Mieux, dit Tyler. Puis son visage devint sérieux. « Maman a dit qu'elle était méchante avec toi. Je suis désolé. » Marcus s'assit à côté du lit de Tyler, son expression gentille mais ferme. « Tyler, tu n'as pas besoin de t'excuser pour les actions de quelqu'un d'autre. Tu es un bon enfant, et la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer est de t'améliorer. » Mais Tyler, avec l'honnêteté surprenante que seuls les enfants possèdent, continua. « Maman avait tort à ton sujet, n'est-ce pas? Tu n'es pas effrayant du tout. Tu es gentil. Parfois, les adultes font des erreurs, dit prudemment Marcus. L'important est d'apprendre d'eux. Lorsque Karen a finalement été autorisée à voir Tyler, leurs retrouvailles ont été douces amères. Son soulagement de voir son fils vivant et en voie de guérison était immense, mais il était tempéré par la compréhension croissante de ce que ses actions avaient failli leur coûter à tous les deux. Les conversations qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de la vie de Karen. Les paroles de David blessent profondément. « Votre racisme a presque tué notre fils, Karen. Tyler aurait pu mourir à cause de ta haine. Est-ce que tu comprends ça? L'homme que vous avez passé des semaines à essayer de détruire est la seule raison pour laquelle notre enfant est en vie. » Sarah, qui avait toujours essayé de maintenir la paix pour le bien de Tyler, était tout aussi directe. « Karen, on ne peut plus te faire confiance près de Tyler. Et si vos préjugés affectaient ses amitiés? Et si vous lui appreniez à détester les gens qui sont différents de lui? » Même Tyler lui-même, alors qu'il se rétablissait, posait des questions qui transperçaient le cœur de Karen. « Maman, pourquoi as-tu été méchante avec le docteur Williams? Et pourquoi as-tu été méchant avec Sophia? Elle a l'air vraiment sympa. Peut-elle être mon amie? » Mais la conversation la plus dévastatrice a peut-être eu lieu lorsque la mère de Karen est arrivée à l'hôpital. Margaret Mitchell avait 74 ans et avait vécu le mouvement des droits civiques. Elle avait élevé Karen pour qu'elle soit meilleure que ça. « J'ai honte de ce que tu es devenue, » dit doucement sa mère, alors qu'elles étaient assises à la cafétéria de l'hôpital. « Je pensais t'avoir élevé pour voir les gens comme des individus, et non pour les juger en fonction de la couleur de leur peau. Tu as failli tuer ton propre petit enfant avec ta haine. » Karen a essayé de se défendre, d'expliquer ses peurs et ses inquiétudes. Mais sa mère l'a interrompu. « Il n'y a aucune explication à ce que tu as fait, Karen. Il n'y a aucune excuse. Vous avez vu un père aimant avec sa fille et avez choisi de voir quelque chose de sinistre à cause de vos propres préjugés. C'est de ta faute, et tu dois trouver comment vivre avec ça. » La procédure judiciaire a avancé et Karen s'est retrouvée confrontée à la possibilité très réelle d'une peine de prison. Son avocat lui a conseillé de se préparer au pire scénario. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Marcus Williams a demandé une rencontre avec le procureur. « Je ne veux pas voir mademoiselle Mitchell aller en prison », a-t-il déclaré au procureur. Ce qu'elle a fait était mal, et il doit y avoir des conséquences. Mais je crois en la rédemption. Je crois que les gens peuvent changer s'ils sont prêts à faire le travail. Marcus a proposé une alternative. Service communautaire intensif à l'hôpital pour enfants. Consultation obligatoire en cas de préjugés raciaux. Des excuses publiques et une campagne d'éducation sur les méfaits du profilage racial. Et des rencontres avec d'autres familles qui ont été affectées par les faux rapports de Karen au CPS. Je crois que les gens peuvent changer, a expliqué Marcus au procureur. Mais seulement s'ils sont prêts à faire le travail difficile d'examiner leur cœur et de confronter leurs préjugés. La prison ne fera que la rendre amère. Le service communautaire pourrait la rendre meilleure. Karen a été bouleversée par cette grâce inattendue. L'homme qu'elle avait essayé de détruire lui offrait un chemin vers la rédemption au lieu de la vengeance. La transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain.
Pendant les premières semaines de son service communautaire à l'hôpital pour enfants, Karen était pleine de ressentiment et sur la défensive. Elle accomplissait ses devoirs, lire aux jeunes patients, aider à l'art-thérapie, organiser les salles de jeu, mais son cœur n'y était pas. Puis un jour, 6 mois après son entrée en service, elle a vu Marcus effectuer une opération chirurgicale d'urgence sur une fillette de 3 ans qui avait été victime d'un accident de voiture. À travers la fenêtre d'observation, elle l'a regardé travailler pendant 8 heures d'affilée. Refusant les pauses, ses mains stables et précises alors qu'il se battait pour sauver la vie d'un enfant. La petite fille a survécu grâce aux compétences et au dévouement de Marcus. Et tandis que Karen regardait les parents s'effondrer de soulagement et de gratitude, elle comprit enfin l'ampleur de celui qu'elle avait essayé de détruire. Ce n'était pas n'importe quel médecin. C'était un homme qui a consacré sa vie à sauver des enfants. Qui a renoncé à ses relations personnelles et à son temps social pour être disponible en cas d'urgence? Qui portait le poids de jeunes vies dans ses mains chaque jour. Et elle avait essayé de l'éloigner de tous les enfants qui avaient besoin de lui, parce qu'elle ne pouvait pas voir au-delà de la couleur de sa peau. L'ironie est devenue encore plus personnelle lorsque Tyler s'est rétabli et a commencé à se faire des amis à l'école. Sa meilleure amie est rapidement devenue Sophia Williams, la fille même dont Karen s'était convaincue qu'elle avait besoin d'être protégée de son propre père. Regardez Tyler et Sophia jouer ensemble. Voyant leur amitié facile et leur affection évidente l'un pour l'autre. Karen a été forcée d'affronter une autre couche de ses préjugés. L'amie la plus proche de son fils était la fille qu'elle avait essayé de séparer de son père. L'enfant qu'elle prétendait protéger de Marcus s'épanouissait en réalité grâce à son amour et à ses soins. 1 an après l'opération de Tyler, Karen a décidé d'écrire une lettre publique assumant l'entière responsabilité de ses actes. La lettre a été publiée dans le journal local et est rapidement devenue virale, mais cette fois, pour des raisons positives. J'ai failli coûter la vie à mon propre fils à cause de mes préjugés contre l'homme même qui l'a sauvé. J'ai regardé un père et sa fille aimants et je n'ai vu que ce que mes hypothèses racistes me disaient de voir. Le docteur Marcus Williams est un héros qui a sauvé des centaines d'enfants, dont le mien. C'était moi le danger pour les enfants, pas lui. J'ai passé des semaines à traquer une famille innocente, à déposer de faux rapports et à essayer de détruire leur vie parce que je ne pouvais pas accepter que l'amour fasse une famille, pas la couleur de notre peau. J'ai appelé la police à cause d'un homme qui enseignait à sa fille l'entretien d'une voiture. J'ai signalé un héros de guerre et un chirurgien pédiatrique au service de protection de l'enfance. J'ai essayé de retourner une communauté contre l'un de ses membres les plus précieux. Je partage ceci non pas par sympathie, mais comme un avertissement. Les préjugés ne nuisent pas seulement aux personnes que nous ciblons. Ils peuvent détruire tout ce que nous aimons le plus. Mon racisme a failli tuer mon propre enfant. Ma haine a presque coûté à Tyler le seul chirurgien capable de lui sauver la vie. Le docteur Williams m'a offert une grâce que je ne méritais pas. Il m'a tendu la main, non pas pour me punir, mais pour me montrer le chemin de la rédemption au lieu de celui de la vengeance. Je prie pour que d'autres puissent apprendre de mes erreurs. Avant que leurs propres fautes ne leur coûtent ce qu'ils ont de plus précieux. 1 an jour pour jour après l'opération de Tyler. Lors du bal père-fille organisé à l'école de Sophia. Marcus, vêtu de son plus beau costume, dansait avec elle. Sophia portait une robe rose éclatante, et rayonnait de bonheur. Karen déposait Tyler devant l'école. Il l'avait supplié de venir, juste pour pouvoir voir sa meilleure amie, Sophia. À travers la fenêtre, Karen vit Marcus soulever Sophia dans les airs. Leur rire se mêlait à ceux des autres pères et filles, réunis pour une soirée inoubliable. Tyler courut saluer Sophia et le docteur Williams. Et Karen regarda son fils enlacer l'homme qui lui avait sauvé la vie. Elle inspira profondément. Puis, hésitante mais déterminée, s'approcha d'eux. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, dit-elle d'une voix douce. Mais merci d'avoir sauvé Tyler. Et je suis désolée pour ce que j'ai fait subir à Sophia. » Sophia regarda son père, qui lui adressa un signe de tête bienveillant. Puis elle se tourna vers Karen. Avec cette sagesse que seuls les enfants possèdent. « C'est bon, Madame Karen. Papa dit que les gens peuvent apprendre à devenir meilleurs. » Marcus regarda Karen. Ses yeux ne portaient ni colère, ni rancune. Seulement de l'espoir. Nous méritons tous une chance de grandir, Karen. J'espère que tu trouveras la paix. Alors que Karen s'éloignait de l'école. Regardant son fils danser avec ses amis. Protégée et aimée par l'homme qu'elle avait autrefois tenté de détruire. Elle comprit enfin la dernière leçon de son voyage.
Karen avait appris cette leçon presque au prix de tout. Mais elle l'avait apprise. Et dans cet apprentissage, dans cette croissance, dans cet engagement à devenir meilleur, résidait un espoir. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui sont prêts à affronter leurs propres préjugés. Et à choisir l'amour plutôt que la peur. L'histoire de Marcus Williams et Karen Mitchell est devenue un témoignage vivant. Du pouvoir de la grâce. De la possibilité d'une rédemption. Et de cette vérité essentielle, parfois, les changements les plus profonds naissent des erreurs les plus dévastatrices. Si cette histoire vous a touché, aimez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Pour que d'autres puissent, eux aussi, en tirer une leçon.